Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, chère Christiane, Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, cher Olivier, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs, chers amis, le bureau de la conférence des bâtonniers et moi-même souhaitions pouvoir tenir cette dernière assemblée générale de l'année. Nous aurions préféré de loin la tenir en présentiel, mais cela n'est pas possible. Alors, nous avons innové pour qu'à défaut de présence physique, nous puissions nous voir et nous entendre quand même. Parce qu'il est nécessaire de pouvoir vous tenir informés, de pouvoir échanger et de pouvoir décider. Parce qu'il s'agit d'une première, il peut y avoir des imperfections et je vous prie par avance de nous en excuser. Nous sommes plus de 140, ce qui est très encourageant. Personne d'entre nous n'est épargné dans cette période inédite. Et je sais que vous devez faire face à la grande fatigue psychologique de nos confrères. De tout cœur, un grand bravo à vous, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, qui terminez votre mandat dans quelques semaines. Vous avez eu un mandat extraordinaire et vous l'avez exercé de façon extraordinaire. Mais il nous faut tenir bon en attendant des jours meilleurs et vous savez que vous pouvez compter sur nous. L'activité des tribunaux, sauf difficultés habituelles, est normale et vous vous êtes organisés avec vos chefs de juridiction afin que les désagréments pour les justiciables et les confrères soient le moins impactants possible. Votre rôle, vous le savez, est essentiel. Restons toutefois très attentifs aux 3 ordonnances du 18 novembre qui adaptent les règles applicables devant les juridictions judiciaires et administratives pendant cette crise sanitaire qui a été publiée hier au journal officiel. Il était primordial par ailleurs que nous puissions recevoir nos clients afin d'éviter les difficultés sans précédent que nous avions rencontrées lors du premier confinement. L'attestation à remettre au client afin qu'il puisse se rendre dans le cabinet de son avocat proposé par la conférence des bâtonniers a été largement relayée. Dans le cadre de cette seconde période de confinement, nous avons été interrogés par Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail. Nous avons particulièrement évoqué la question du télétravail. Nos confrères, lorsqu'ils le peuvent, utilisent cette façon de travailler. Mais cette façon de travailler n'est pas accessible financièrement pour tous. Nombre de cabinets ne sont pas entièrement informatisés et nous avons fait état, tant au ministre du Travail qu'au ministre de la Justice, qu'il nous fallait être aidés sur ce point, comme le sont les artisans et les commerçants, selon ce qui a été annoncé par M. Bruno Le Maire, ministre du Budget. Nous attendons donc une avancée en ce sens. Nous ne cessons de le dénoncer, il y a une fracture numérique franche entre les justiciables. Certains pourront faire des visioconférences avec leurs avocats, d'autres n'en auront jamais en l'état la possibilité. Je pense bien évidemment aux plus démunis d'entre eux. Et puis, il faut nous rendre aussi dans nos palais de justice pour pouvoir plaider. Je souhaite maintenant évoquer la question des élections au Conseil national des barreaux, qui auront lieu dans vos barreaux le 24 novembre prochain. La date initiale du 24 novembre a été confirmée, car rien dans les mesures décrétées pour le confinement ne nous interdit de tenir le scrutin tel qu'il a toujours été envisagé. Notre démocratie professionnelle doit pouvoir s'exprimer selon toutes circonstances. Le mandat actuel des membres du Conseil national des barreaux se termine le 31 décembre 2020 et les nouveaux élus de l'institution nationale
prendront leurs fonctions dès le 1er janvier de l'année prochaine, avec une assemblée générale élective prévue le 12 décembre. Je sais que vous vous êtes parfaitement organisés pour cette élection qui aura lieu, pour la plupart d'entre vous, en même temps que le premier tour des élections ordinales dans vos barreaux, soit de façon électronique, soit en présentiel, en respectant les règles sanitaires qui nous sont imposées. Vous avez reçu dans vos barreaux les documents de campagne de l'équipe choisie par la conférence des bâtonniers. Cette équipe a été choisie en relation avec les conférences régionales. Elle vous a été présentée, cette équipe, lors de notre assemblée générale du 25 septembre. Elle est composée de 13 femmes et de 13 hommes issus de tous les territoires et de toutes les tailles de barreaux. 24 membres constitueront le collège ordinal. L'équipe qui vous est proposée par la conférence des bâtonniers défend nos valeurs ordinales. Elle s'oppose toujours fermement à la déréglementation du marché du droit et défend aussi avec force la préservation de l'identité de notre profession. Non, nos valeurs ne sont pas désuètes. Ces femmes et ces hommes défendent avec conviction notre place sur le territoire, l'accès au droit pour tous les justiciables et assurent un maillage territorial plus que jamais prépondérant en cette période si compliquée. Je voudrais remercier le collège ordinal actuel, collège ordinal uni, qui a montré l'exemple et qui s'investit sans compter. Son rôle est extrêmement important, tant dans les commissions du Conseil national des barreaux qu'au cours des débats lors des assemblées générales. Je retiendrai quelques exemples. L'adoption de la résolution portant sur la parité des élections ordinales lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux du 9 octobre dernier, qui correspond à la résolution qui avait elle-même été adoptée lors de l'Assemblée générale de la Conférence des bâtonniers le 25 septembre. Les binômes seront donc abandonnés. Cette proposition ne s'appliquera cependant pas à l'élection de la semaine prochaine. Elle sera portée auprès de la chancellerie. Un deuxième exemple concerne le secret des correspondances entre le bâtonnier et un avocat, qui a été voté à 100% lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux le 9 octobre. Un troisième exemple est celui de l'apport d'affaires. Nous avons obtenu que cette question puisse faire l'objet de la consultation des barreaux. Il vous appartient d'y répondre nombreux pour le 30 novembre. Cette question est essentielle quant à la façon dont nous entendons exercer notre métier. Et elle est essentielle aussi quant au bouleversement qu'elle pourrait avoir sur notre déontologie. Attention à la déréglementation du marché du droit, qui, loin de renforcer ou de développer notre profession, entraînera de fait une remise en cause de notre indépendance et de son corollaire, le secret professionnel. Attention à la meilleure rentabilité du marché du droit et à la simple recherche du profit. Il n'y a pas de lutte entre prétendus anciens et modernes revendiqués. Il en va d'une conception de l'avocat moderne dans un monde où l'économique et les dépendances ne doivent pas prendre le pas sur notre identité. C'est en ce sens que le collège ordinal, lors de l'Assemblée générale du CNB du 13 novembre, a voté contre le fait que des personnes morales ou physiques non habilitées à exercer le droit au sens des dispositions de la loi de 1971 puissent développer une véritable activité juridique au mépris des intérêts protégés par cette loi de 1971 que nous connaissons bien. Ce travail, porté par le collège ordinal, bras armé de la conférence des bâtonniers au Conseil national des barreaux, est le fruit également
d'un travail préparé par le bureau et par les commissions de la conférence des bâtonniers, à qui j'adresse mes remerciements très reconnaissants. Le bureau de la conférence souhaite travailler davantage, outre avec le collège ordinal, avec les conférences régionales, afin d'être toujours plus proche des bâtonniers, toujours plus proche du terrain. La réunion qui a eu lieu hier, réunissant les membres du bureau de la conférence des bâtonniers, les membres du collège ordinal et les présidentes et présidents des conférences régionales, a été très fructueuse et très prometteuse. Il est évident que nous devons échanger sans cesse et travailler ensemble, tous ensemble. J'évoquais précédemment nos valeurs, les valeurs de l'ordinalité, les valeurs de la conférence. Je voudrais revenir ici sur la question de l'avocat salarié en entreprise. Jamais je ne laisserai sous-entendre ou je ne le cesserai faire en sorte que l'on essaie de créer la confusion en ce qui concerne la position de la conférence des bâtonniers sur ce sujet, position que j'ai portée haut et fort auprès de Monsieur le garde des Sceaux. L'avocat en entreprise, c'est non. La Cour de justice de la Communauté européenne, dans son arrêt du 14 octobre 2010, c'est l'arrêt AkzoNobel, et le Conseil d'État, dans son arrêt du 29 janvier 2018, sont clairs. L'exercice salarié en entreprise n'est pas compatible avec l'indépendance de l'avocat. Je vous rappelle aussi la motion de l'Assemblée générale de la Conférence des bâtonniers du 21 octobre 2018, qui a refusé catégoriquement la création d'un statut d'avocat salarié en entreprise. L'indépendance de l'avocat est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Monsieur le garde des Sceaux a cru devoir mettre en avant ce sujet, alors qu'aucun élément nouveau ne justifie de résurgence de débat à cet égard. On le sait, l'avocat salarié en entreprise est une fausse bonne idée. La profession n'en veut pas et elle l'a dit haut et fort. Alors, nous l'imposer dans le cadre d'une contrepartie afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour l'aide juridictionnelle, comme l'a indiqué Monsieur le garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale le 2 novembre dernier, n'est pas admissible. Les deux sujets n'ont absolument rien à voir entre eux. Depuis des années, les avocats ne cessent de donner des compensations en travaillant à perte. Personne n'accepterait de travailler de cette façon. Nous n'avons cessé et ne cesserons jamais de demander à ce que notre contribution soit rémunérée à son juste prix. Et quand bien même il nous a été annoncé un budget de 54 millions d'euros pour l'année 2021, nous en sommes encore très loin du compte attendu. La conférence des bâtonniers l'a déjà démontré et le démontrera encore dans les semaines futures. Il faut le dire et le redire. Il ne peut y avoir de marchandage. L'État est en charge du service public d'accès au droit. Il doit l'aide juridictionnelle aux justiciables. Nous resterons, comme nous l'avons toujours été, extrêmement vigilants sur le sujet. Nous resterons également très vigilants sur la méthode de Monsieur le garde des Sceaux. Nous attendons que soient évoquées de façon claire les suites du rapport Perben. Je vous rappelle que les propositions de ce rapport reprennent en grande partie les propositions de la profession, dont celle de la conférence des bâtonniers. Ce rapport ne doit pas être un rapport de plus qui restera lettre morte. Nous savons que différentes commissions ont été créées, notamment en ce qui concerne la réforme de la cour d'assises et la réforme du secret professionnel. Je salue à cet égard notre confrère, Monsieur le bâtonnier Jérôme Diroux, membre du bureau et président de notre commission pénale,
qui a été choisi pour faire partie de la commission Mattei sur le secret professionnel. Nous ne connaissons pas le calendrier des réformes et ceci est vraiment regrettable. Nous l'avons demandé au garde des Sceaux. De même, il est important que nous puissions évoquer très précisément avec Monsieur le garde des Sceaux la question de la force exécutoire de l'acte d'avocat lorsqu'il y a un accord de médiation, ainsi que le propose le rapport Perben. Le sénateur Antoine Lefèvre a posé une question écrite au gouvernement sur ce sujet. La réponse qui a été apportée va dans le même sens que celle qui nous a toujours été apportée par le gouvernement. Nous nous y sommes toujours opposés en mettant en avant nos arguments qui sont parfaitement fondés et qui ont été repris dans le rapport Perben. Il nous faut vraiment une discussion sérieuse sur ce sujet qui est une attente forte de nos bâtonniers et de nos confrères. Les bâtonniers qui se sont mobilisés avaient une autre attente. Ils souhaitaient que Nasrin Sotoudeh sorte de prison. Notre joie a été immense lorsque nous avons appris qu'elle avait été libérée, certes de façon provisoire, eu égard à son état de santé, mais libérée. Et vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs les bâtonniers. Vous avez eu un rôle moteur aux côtés des associations professionnelles, des syndicats d'avocats et des instances européennes. Votre mobilisation, partout sur le territoire, portant le message de la demande de libération et le portrait de Nasrin Sotoudeh, a beaucoup porté. Nasrin Sotoudeh a d'ailleurs remercié l'ensemble des barreaux français la semaine dernière. J'ai eu l'immense privilège, grâce à l'invitation de Monsieur le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, d'entendre la voix de notre consoeur. Je peux vous dire que c'était un moment que je n'oublierai jamais. J'ai vraiment pensé à vous, mesdames et messieurs les bâtonniers, pour tout ce que vous aviez fait. Mais il nous faut poursuivre la mobilisation pour Nasrin Sotoudeh et pour tous nos autres confrères malmenés dans le monde qui se battent pour l'état de droit et qui se battent pour pouvoir exercer librement la défense. L'état de droit est incontestablement en danger et nous veillons, notamment avec nos instances européennes, à ce que cet état de droit fragilisé reprenne la place qui est la sienne. Nous avons eu une réunion tout dernièrement en ce sens avec la délégation des barreaux de France et la délégation française au CCBE. Nous devions, avec Madame la Présidente du Conseil national des barreaux et Monsieur le bâtonnier de Paris, nous rendre en Turquie pour rencontrer notre confrère Aytak Ünsal, qui a été libéré, lui aussi, grâce à la pression des avocats français. Mais la situation actuelle, encore une fois, ne nous a pas permis de nous déplacer. Nous nous sommes néanmoins rendus à Calais avec Madame la Présidente du Conseil national des barreaux pour rencontrer les associations qui défendent et aident les migrants et qui font un travail exceptionnel pour qu'ils puissent avoir un accès au droit effectif. La conférence des bâtonniers continuera à travailler avec ces associations. Je remercie le barreau de Boulogne-sur-Mer qui nous a accueillis à cette occasion et qui nous a donné la possibilité de rencontrer les bâtonniers de la conférence régionale des bâtonniers des Hauts-de-France qui sont très impliqués sur le sujet. Je souhaite aussi remercier Monsieur le bâtonnier Stéphane Campana, président de la Commission droits de l'homme de la conférence des bâtonniers, qui s'est beaucoup investi sur ces différents sujets. Nous en aurons, Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, ma chère Christiane, des souvenirs à partager. Car nous nous sommes battus ensemble pour nos confrères, pour les bâtonniers, afin de faire avancer les valeurs et les intérêts de la profession sur de très nombreux sujets. Nous nous sommes battus ensemble depuis le début de l'année, qui correspond au début de mon mandat.
Et quelle année! Nous avons commencé par la grève des avocats liée à la réforme des retraites, puis nous avons eu à faire face au premier confinement, puis au second. Nous connaissons par cœur nos numéros de téléphone portable respectifs. Les visioconférences avec le bureau du Conseil national des barreaux à 21 h le dimanche soir ou à 23 h les jours de la semaine étaient et sont encore chose courante. Parce que nous travaillons ensemble avec vous, avec Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris, Olivier Cousy. Parce que vous êtes comme moi, Madame la Présidente, nous sommes attachés à l'unité qui est tant sollicitée par nos confrères. Vous en avez construit les fondations avec Marie-Aimée Perron et Jérôme Gavaudan, et nous avons continué à construire les murs. Ce n'est pas toujours facile, mais chacun trouve sa place. La conférence des bâtonniers, le barreau de Paris et le Conseil national des barreaux sont complémentaires. L'unité, certes, est un équilibre fragile, mais je souhaite qu'elle perdure. Elle doit être plus forte encore, et nous y arriverons, avec les deux ingrédients essentiels que vous ne cessez d'évoquer, la méthode et la volonté. Je continuerai à travailler à l'unité avec votre successeur, car elle est essentielle, car elle est nécessaire, elle est la force de notre profession. Nous avions prévu de vous offrir, au nom de la conférence des bâtonniers, un bouquet de fleurs pour vous remercier de tout le travail accompli lors de votre mandature. La Covid nous en empêche lors de cette assemblée générale dématérialisée, mais les mots que je viens de prononcer sont sincères et je sais que vous le savez. Je vous laisse donc la parole, chère Christiane, pour cette dernière assemblée générale de la conférence des bâtonniers. Dernière assemblée générale de l'année à laquelle vous assistez en tant que présidente du Conseil national des barreaux. Encore une fois, merci au nom de tous les bâtonniers de France et d'outre-mer pour votre fidélité. Je vous laisse donc la parole, Madame la Présidente.